Nicole, donc bonjour à tous. Moi je travaille pas directement sur la trisomie 21, même si j'ai participé à une très belle étude avec Nicole Créault, et donc je vais vous présenter les résultats. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à la discussion d'aujourd'hui, mais j'ai un lien d'intérêt fort qui est une de mes nièces, Adèle, qui est trisomique et qui est actuellement à Marvejols. Et donc voilà, c'est un sujet auquel je suis assez sensible. Et donc moi, comme je l'ai dit, je travaille plutôt en recherche sur le diabète et l'obésité, qui là ne fait pas partie des maladies rares, notamment le diabète de type 2. Mais on va voir qu'il y a un lien entre ces maladies métaboliques et la trisomie 21. Donc, dans un premier temps, je vais réintroduire la notion de métabolisme et quelques chiffres sur l'obésité et le diabète en France. Et ensuite, on verra quel est le lien qu'il peut y avoir avec la trisomie. Et ensuite, Latif Rajdi fera une présentation sur un gène particulier d'IRK1A qui semble être aussi un lien qui pourrait associer trisomie et diabète. Donc, brièvement, pour vous rappeler ce que nous sommes, donc on vient de voir que nous sommes des individus très complexes, 75 organes, 10 000 milliards de cellules, 50 000 à 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin. On vit 24 heures sur 24, un fonctionnement continu, 7 jours sur 7, et puis pendant plusieurs dizaines d'années. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et donc on s'alimente tous les jours, même si on pourrait manger toutes les 30 heures, on estime que ça suffirait. Et on a besoin environ de 2000 kilocalories par jour, et j'ai été voir, ça fait 1 demi-litre d'essence par jour. Donc voilà nos besoins en énergie. Et donc tout ça, c'est soit cette énergie, soit on la puise dans des réserves que nous avons, soit on va la chercher par l'alimentation. Et donc cette énergie, c'est des combustibles qui vont brûler. Donc l'essence avec ses principaux composés, carbone, hydrogène, oxygène, c'est consommé, c'est oxydé. Et ça produit du gaz carbonique, de l'eau et de la chaleur comme source d'énergie. Si on mange du sucre, c'est pareil. Un sucre et essence, c'est la même structure chimique, c'est HO. Et quand c'est oxydé, ça va fournir là aussi comme déchet du CO2, de l'eau, et puis un peu d'énergie, de l'ATP. Et donc 1 gramme de glucides fournit 4 kilocalories. Donc ayant en tête ces 2000 kilocalories quotidiennes. Et le beurre, donc les lipides, donc principale source aussi d'énergie, pareil, c'est aussi CHO. La nature est économe et on a très peu de molécules différentes dans tous ces composés. Et donc 1 gramme de lipides, là, ça va nous fournir 10 kilocalories. Donc à poids égal, en fonction de ce qu'on mange, vous voyez que ça va être 2 fois pratiquement plus énergétique si on mange des lipides. Et là, j'anticipe un peu sur le comportement alimentaire. Il y a beaucoup d'études sur les préférences alimentaires. Quand on a un petit coup de blues, on va plutôt aller vers du sucre, du gras que des carottes râpées, par exemple. En tout cas, moi. Et donc, c'est très important, cette notion de plaisir lié à l'alimentation. Et on sait qu'il y a quelques études chez les patients trisomiques où on regarde leurs préférences alimentaires et ils peuvent avoir aussi une addiction plus marquée vers ce type d'aliments. Et donc, comme je le disais, on est obligé de manger quelques fois, quelques heures par jour ou de temps en temps. On fait 3 repas par jour actuellement, mais comme je vous l'ai dit, on pourrait manger un peu moins fréquemment parce que nous avons des réserves qui ne sont pas inépuisables, mais nous avons des réserves notamment de triglycérides. Donc nos réserves de lipides sont essentiellement dans notre tissu adipeux. Donc pour moi, il est là. On a entre 10 et 15 kilos de lipides, de triglycérides, de réserve, et on peut s'amuser à calculer par rapport à ma diapo précédente, et on estime qu'on a environ quelques dizaines de jours de réserve si on ne s'alimentait pas sur la base de nos lipides. Donc on peut supporter 2, 3, 4 jours sans manger, et relativement sans problème. Bien sûr, si on a accès à de l'eau, c'est possible. Nos réserves de sucre, de glucose, c'est ce qu'on appelle le glycogène dans le corps. On a 2 réserves principales dans le foie. C'est beaucoup moindre que les lipides, vous voyez, et c'est une autonomie de 15 heures de sucre quand on est au repos. Et vous voyez, dans ce tableau, j'ai mis en fonction aussi de différents types d'activités physiques. Dans les muscles aussi, on a un peu de réserve de sucre pour quelques heures. Des protéines, on en a aussi, mais ce n'est pas une réserve en tant que telle. On ne puise jamais sur nos protéines sur 24 heures ou 36 heures. On vit essentiellement avec nos réserves de lipides et de sucre. Mais si on prolongeait un jeûne, on commencera à faire de la protéolyse, donc notamment au niveau de nos muscles. Et là, on a une autonomie là encore de quelques jours.
Donc voilà, on a un cycle permanent de flux d'énergie qui parcourt notre corps, on a des besoins quotidiens, et donc on va avoir une balance énergétique qui va s'équilibrer entre les entrées et les sorties. Et ça s'équilibre grâce à des systèmes d'hormones, ou le système nerveux, les systèmes endocrines, les hormones qui vont ajuster nos dépenses ou nos stockages d'énergie en fonction de nos besoins et en fonction de nos activités. Si on est au repos ou si on est en train de faire un exercice, bien sûr, ça va être différent. Mais en principe, notre balance est toujours à l'énergie. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va environ utiliser 2000-2500 kilocalories. En sucre, on sait qu'un organisme a besoin environ de 200 grammes de sucre par jour, de glucose. Et puis on va, ces molécules d'énergie, ces petites molécules d'ATP qui fournissent l'énergie, eh bien, on sait qu'on en produit environ 70 kilos par jour et bien sûr immédiatement utilisé. Donc vous voyez que notre corps et ses 10 000 milliards de cellules sont vraiment un organisme très complexe et qui nécessite donc beaucoup d'énergie pour maintenir un organisme en vie. Donc l'obésité, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est un déséquilibre de cette balance dans le sens plus d'entrée que de sortie d'énergie. Et c'est essentiellement un déséquilibre en termes d'excès de masse grasse, de masse adipeuse. Et donc ça va. L'obésité en tant que telle n'est pas une maladie, hein, c'est pas reconnu par l'OMS comme une maladie. En revanche, c'est un facteur de risque de développer des maladies, des pathologies associées. Donc pour introduire aussi deux hormones dont je vais reparler tout à l'heure par rapport à des études qu'on a réalisées chez la souris. Donc il y a deux hormones qui ont été identifiées. La leptine a été identifiée en 1995, une hormone sécrétée par le tissu adipeux. Donc là, la diapo est en anglais, hein, mais en français, il y a un petit E final. Leptine identifiée en 1995, la gréline identifiée en 1999, et ces deux hormones sont un peu le yin et le yang de la balance énergétique et de la prise alimentaire. La gréline, c'est une hormone qu'on qualifie d'orexigène. Elle est plutôt sécrétée avant les repas, et quand nous, on l'injecte à des petites souris qui sont au fond de leur cage heureuses, on leur injecte un peu de gréline, elles vont se réveiller, puis elles vont aller prendre des croquettes. Donc c'est vraiment une hormone qui semble favoriser la recherche de nourriture et la prise de nourriture. La gréline, elle est sécrétée par l'estomac. Et donc la leptine a l'effet inverse. Elle est sécrétée par le tissu adipeux. Et donc c'est une hormone qui va plutôt avoir un effet anorexigène. Et elle est sécrétée au milieu d'un repas ou en cours de repas. Elle va commencer à s'élever dans le sang. Et puis elle va aller agir comme la gréline au niveau du cerveau pour mettre au repos notre prise alimentaire et terminer la fin du repas, induire la fin du repas. Et on va voir que dans notre modèle de souris trisomique sur lequel nous avons travaillé, on a un déséquilibre de cette balance gréline-leptine. Et chez des patients trisomiques, il serait intéressant de voir aussi s'il y a une dérégulation de ce genre de balance entre ces deux hormones. On sait que chez les anorexiques, par exemple, on travaille avec des cohortes d'anorexiques à l'hôpital Sainte-Anne, il y a un déséquilibre de gréline, par exemple. Et donc, certaines maladies semblent être associées à des déséquilibres de ces hormones. Je reviens à l'obésité. Donc c'est un excès de masse grasse, hein, comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, et ça peut être défini par ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est la densité, vous voyez que c'est des unités, c'est du poids par mètre carré. Donc c'est vraiment comment se répartit notre masse par rapport à la surface de notre corps. Donc un sujet normal, il a entre 18 et 25 kilos par mètre carré, la répartition de sa masse. Un individu en surpoids, là encore je m'expose, entre 25 et 30 kilos par mètre carré. Et ensuite 30, 35, 35, 40. Maintenant il y a 40, 45 et 45 et plus. Donc maintenant il y a 4 niveaux ou degrés d'obésité. Donc avec des IMC, vous voyez, qui vont certains au-delà de 45 kilos par mètre carré. D'ailleurs, les super obèses, on va voir qu'il y a un lien fort entre obésité et diabète, mais quand on a un IMC très important, on est protégé du diabète. Et en fait, les sujets, l'obésité et diabète, ça va concerner plutôt les individus en surpoids ou obésité modérée. L'idée, c'est que si on stocke beaucoup d'énergie dans le tissu adipeux, on va préserver l'apparition de l'hyperglycémie. Et ça, c'est nouveau depuis quelques années que ce concept a émergé et semble être validé. Donc l'obésité en France, c'est environ 15%
dans la population adulte d'individus obèses. Si on ajoute qu'il y a 35%, on estime, d'individus en surpoids, donc il y a à peu près 45% à 50% d'adultes en France qui sont soit en surpoids, soit en obésité. L'obésité aux États-Unis, c'est 35% environ. Et donc là, en France, on est à 15%. Et en Europe, l'Angleterre, ils sont plutôt à 20-25%. La France est un peu bas. Donc les politiques aiment à dire que c'est grâce au programme national nutrition santé, peut-être. Les campagnes, manger fruits et légumes, manger, bouger, etc. Voilà, peut-être, mais il n'y a pas encore assez de recul. En tout cas, depuis 2010, ça a l'air ça reste autour de 15%. Donc là encore, avant d'arriver à des données chez des patients trisomiques, mais donc l'IMC, donc voilà comment on peut dire en fonction, mais c'est ce que je viens de dire, hein, on peut affiner les choses. Et là, c'est une étude aussi issue d'une étude prospective qui s'appelle OBEPI, mais il y a maintenant aussi une étude qui s'appelle Nutrinet, où on peut donc aller en ligne, s'inscrire, et là encore, régulièrement, il n'y a pas de région préservée. Comme je vous l'ai dit, il y a en tête ces 15% de moyenne nationale. Il y a des régions où il y a un peu plus, vous voyez, 21, maintenant on est plutôt à 25% en 2017 de patients, enfin de sujets obèses dans le Nord par exemple. Donc là, il y a des différences peut-être liées aux habitudes alimentaires, sûrement aux revenus. Il y a des liens très forts entre précarité, revenus des foyers et obésité. Donc le bourgeois obèse du 19e siècle, maintenant ce serait plutôt la personne en milieu défavorisé ou précaire, même si aucune tranche de la population n'est épargnée. Mais il y a des forts très, très importants des aspects socio-économiques et obésité. Donc, comme je vous l'ai dit, l'obésité en tant que telle n'est pas une maladie. En revanche, c'est un facteur de risque de développer des maladies. Et là, vous avez par exemple la prévalence de patients traités pour de l'hypertension artérielle en fonction de l'indice de masse corporelle. Et si vous voyez, avec un indice de masse corporelle, donc de sujets de poids normal, il y a environ 10% de gens en France qui sont traités pour de l'hypertension artérielle. Là encore, c'était des chiffres de 2012. Pour des personnes en surpoids ou obèses, vous voyez, on passe de 22 à 35 et à 35%. Donc, il y a pratiquement un facteur 3 de patients traités à l'hypertension artérielle entre les patients obèses ou poids normal. Pour le diabète de type 2, c'est encore plus important. Il y a environ 2% de diabétiques, là je parle du diabète de type 2 qui est 95% des diabètes environ, c'est du diabète de type 2, ce diabète qui apparaît avec l'âge et qui est fortement associé au surpoids et à l'obésité. Donc 2% de diabétiques dans la population de poids normal contre 16, et maintenant on est plutôt à 20-25% en 2017 patients diabétiques chez les individus obèses. Donc quel est le lien entre obésité et diabète ? On pense, donc là c'est sur la base d'expérimentations dans des modèles précliniques, des modèles animaux. Chez l'homme, bien sûr, on n'a pas ce genre de tableau qui peut se faire, puisque quand on est diagnostiqué diabétique, on estime que ça fait environ entre 5 et 7 ans qu'on était déjà en hyperglycémie. Mais le tableau clinique qu'on peut décrire, donc une obésité plutôt viscérale, l'obésité sous-cutanée, la culotte de cheval, la cellulite ne semble pas être un facteur de risque de développer un diabète. C'est vraiment l'obésité qu'on appelle viscérale profonde, qui peut être un facteur de risque. Donc cette obésité viscérale va entraîner l'apparition de molécules circulantes dans le plasma, des acides gras, ou donc des lipides, ou des cytokines, des molécules pro-inflammatoires qui vont apparaître de façon basse. Donc on parle d'inflammation à bas bruit, donc c'est pas une inflammation qu'on va avoir si on est exposé à une maladie aiguë. Mais donc ça va être chronique, puisque ça va être là en permanence pendant des dizaines d'années. À cela s'associe un stockage qu'on appelle ectopique. Donc c'est un stockage de molécules, en l'occurrence les triglycérides, donc ces lipides, dans des endroits où normalement ils sont peu ou pas présents. Notamment, on va voir petit à petit se mettre en place un stockage de lipides dans les muscles, dans le foie, etc. Et ces deux paramètres vont concourir à ce qu'on appelle une insulinorésistance,
cette hormone, l'insuline, qui est l'hormone qu'on sécrète pendant les repas et qui ramène notre glycémie à la normale à chaque repas, et bien petit à petit, cette hormone va être de moins en moins efficace quand on est dans ce tableau préclinique. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et l'organisme, qui est très bien adapté, lorsqu'on a un tissu qui est résistant à une hormone, et bien la glande endocrine qui fabrique cette hormone reçoit des signaux pour fabriquer toujours plus d'hormones. Donc quand on est résistant à l'insuline, notre cellule du pancréas endocrine qui fabrique l'insuline, qui s'appelle la cellule B ou cellule bêta, eh bien, va en produire toujours plus et on va avoir une situation de hyperinsulinémie. Pour essayer de combattre la résistance à l'insuline, la glande endocrine fabrique toujours plus d'insuline. Et puis petit à petit, et donc ça c'est ce qui va se passer chez 20 à 25% des obèses, finalement à un moment donné les cellules bêta n'en peuvent plus. Elles ne peuvent plus fabriquer de l'insuline. Donc là c'est des choses sur lesquelles notamment Latif pourra en parler par rapport à DIRCA. Il y a un épuisement des cellules B, voire une mort de ces cellules, ne pouvant plus répondre à la demande, elles s'épuisent et puis à un moment donné, eh bien, elles vont dégénérer et mourir. Et là, le diabète va être, l'hyperglycémie à jeun va être avérée, découverte. Et comme je vous l'ai dit, chez l'homme, on estime qu'un diabétique identifié et diagnostiqué, c'est peut-être depuis 5, 6, 7 ans qu'il était déjà en hyperglycémie. C'est une maladie un peu silencieuse, sauf dans certains cas, mais donc qui est souvent diagnostiquée par hasard quand on parle avec des collègues endocrinologues. Et donc, juste pour terminer un peu sur ce tableau et sur cette maladie, donc on estime qu'il y a 3 millions environ de diabétiques en France, 3 à 4 millions, 700 000 qui s'ignorent, et puis il y a 400 nouveaux cas diagnostiqués par jour en France de diabète, là encore, essentiellement de type 2, même s'il y a d'autres formes de diabète. Donc si on vient maintenant au métabolisme chez les patients trisomiques, j'ai fait une recherche bibliographique avant de là encore vous présenter les données qu'on a obtenues sur ce modèle de souris. Mais donc effectivement c'est assez rare, il y a très peu, là encore, je suis d'accord avec ce qui a été dit dans la discussion sur le fait de recueillir des données, c'est vraiment essentiel et de façon bien rigoureuse, etc., de faire des études longitudinales. Finalement, il y a très peu d'études épidémiologiques, mais voilà ce qu'on peut quand même trouver dans la littérature. Donc là, c'est une étude qui date de 2016, où donc des enfants trisomiques ont été suivis de 2 à 18 ans. Et vous voyez la prévalence de l'obésité dans cette population d'enfants par rapport à des enfants de la population générale. Et donc vous voyez, là encore, c'est à 18 ans, ces chiffres. Mais dans la population normale, il y a environ 10 à 12% d'enfants obèses. Dans la population trisomique, vous voyez, là encore, dans cette étude, c'est une étude américaine, je crois, il y avait pratiquement 50% d'enfants obèses. Et il n'y avait pas de différence, vous voyez, entre hommes ou femmes. Donc il n'y avait pas d'effet sexe, genre, sur la prévalence de l'obésité. Donc cette obésité, c'est ce qu'on retrouve vraiment dans toutes les études, est vraiment plus importante chez les enfants trisomiques. Là, vous avez toujours cette même étude. De façon intéressante, là, on voit que finalement, l'indice de masse corporelle, donc cet IMC dont j'ai parlé tout à l'heure, dans cette étude, là encore, chez ces 300 enfants, il y avait une différence significative entre les enfants atteints de trisomie ou les enfants de la population générale. Mais en fait, ce qui rendait cet IMC plus important chez les enfants trisomiques, c'était pas tant le poids plus élevé que la taille diminuée. Je me rappelle, hein, c'est la taille par mètre carré. Et donc, enfin le poids par mètre carré, pardon. Et donc là, l'incidence était peut-être plus liée au fait que la taille était plus faible chez les enfants trisomiques. Une autre étude, là encore, c'est rassurant de voir que dans beaucoup de laboratoires, beaucoup d'équipes retrouvent à peu près les mêmes résultats de par le monde. Quand une équipe est la seule à trouver un résultat, c'est un peu, des fois, curieux. Donc là, ce n'est pas une étude là, réalisée sur une seule population, là c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc les auteurs de cet article, publié en 2016, là ont recensé X études de par le monde. Vous voyez, ils ont travaillé sur 45 études et ils ont en fait réanalysé les résultats ou les informations qu'ils ont pu avoir de ces différentes études pour sortir
ce genre de figure que je vous montre ici, où on retrouve l'IMC, désolé c'est encore en anglais, BMI, Body Mass Index, c'est l'indice de masse corporelle en français, le kilo par mètre carré. Et là encore, vous voyez qu'en fonction d'enfants atteints de trisomie ou de non trisomique, et quelle que soit la tranche d'âge, là encore, l'indice de masse corporelle était significativement plus élevé. Et là, comme je vous l'ai dit, il y avait pratiquement 3000 enfants étudiés, puisque c'était une méta-analyse, donc un recensement d'une quarantaine d'études. En fonction du sexe, dans cette étude-là, et quand on fait cette méta-analyse, et bien là, par rapport à l'étude que je vous ai montrée précédemment, où il y avait 300 enfants étudiés, là, il y a une différence entre hommes, garçons ou filles, en fonction du sexe. Donc là encore, quand on regarde des études et quand on est chercheur et qu'on est confronté, c'est en permanence des concepts qui évoluent, des notions qui changent, etc. Donc voilà, il semble, là encore sur la base de cette étude, que la prévalence a l'air un peu plus forte chez les jeunes filles que chez les garçons. Donc quand j'ai dit tout ça, en fait, et je vais arriver à nos résultats chez la souris, et le besoin de faire des expériences, c'est d'avoir des modèles animaux. La semaine prochaine, je vais faire un débat pour ou contre l'expérimentation animale. Je pense que je vais me prendre beaucoup de... Oui, je te confirme. Et je vais y aller quand même. Donc avant d'arriver à l'expérimentation animale et aux modèles animaux, on pourrait se dire... les patients trisomiques, peut-être qu'ils ont moins d'activité physique, ils mangent peut-être un peu plus, etc. Donc ça fait du sens que, oui, effectivement, on prend du poids, on a un risque de développer un diabète. Mais il semble, et c'est ce qu'on va voir sur quelques diapos, et ce qu'on a vu aussi chez la souris, qu'il y a en fait, dans le diabète ou l'obésité du trisomique, des facteurs qui ne sont pas forcément les mêmes que dans la population générale. Et on va voir que certains paramètres sont modifiés très très tôt dans la trisomie. Et donc il semble que ce n'est pas tout à fait sur le même tableau qui mène à l'obésité ou au diabète chez les trisomiques. Donc là vous voyez notamment certaines hormones, et c'est la leptine dont j'ai parlé tout à l'heure, et vous voyez déjà donc, la concentration de leptine en fonction du poids, du pourcentage de gras, de masse grasse chez les enfants, là non c'était chez les adultes, pardon. Là encore, il y a un faible effectif, mais on voit quand même qu'il y a une différence entre ces deux courbes. Donc, il semble que l'obésité chez un trisomique n'a pas forcément la même cause que chez un obèse de la population générale. Et ça rejoint l'idée que, effectivement, quand on va perturber un gène, et en fait, c'est tout le génome qui va être impacté et tout l'organisme et nos 10 000 milliards de cellules. Donc, c'est vraiment, là encore, très important de mener de la recherche dans ce domaine. Là, vous avez aussi quelque chose qui va dans le même sens. Vous avez le profil lipidique donc, dans le plasma, donc des lipides qui peuvent être indicateurs d'un dysfonctionnement du tissu adipeux ou des lipides. Et vous voyez chez les enfants trisomiques, et donc ça a été étudié comparé à leurs frères ou sœurs normaux. Et ça a été ajusté pour le poids, c'est-à-dire que le facteur poids n'entre pas en compte dans les résultats que je vous présente. Donc là, vous avez le cholestérol total, c'est sur des prises de sang et une analyse biochimique, biologique. Et vous voyez que chez les trisomiques, il y a des changements de ce cholestérol HDL et LDL. Le LDL, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, entre guillemets, avec des pincettes. Le HDL, le bon cholestérol. Et donc, vous voyez, là encore, c'est à poids égal, en ajustant au poids. Vous avez une modification de ces lipides. Et les triglycérides aussi, qui sont un facteur de risque de développer un diabète, sont plus élevés, là encore, chez les trisomiques, une fois de plus, indépendamment du poids. Donc là, intuitivement, on voit qu'il y a sûrement des dérégulations métaboliques qui apparaissent avant la maladie, alors que dans la population générale, et si vous avez en tête le petit schéma que je vous ai présenté, c'est d'abord la prise de poids qui apparaît, puis les dérégulations métaboliques. Il y a des choses aussi qui sont, une fois de plus, je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas médecin, je ne suis que chercheur avec des rats et des souris, mais des choses intéressantes aussi à prendre en considération, c'est le comportement alimentaire. Et donc là, cette étude montrait aussi que le comportement alimentaire
une fois de plus, là, c'est faible, hein, le nombre d'individus, 23 personnes adultes. Mais là, il y avait différents paramètres. C'était des patients qui étaient filmés lorsqu'on leur présentait de la nourriture et voir leur comportement. Et là, vous avez le pourcentage de patients qui avaient, en fonction du comportement. Donc là, j'ai traduit des choses que je ne connaissais pas. J'étais sur Google Traduction. Donc, farming, c'est être renfrogné. Donc, l'étude montrait le comportement de ces patients, des soupirs. Et donc, vous voyez qu'il y avait entre 40 et 50% de patients, donc lorsqu'on leur proposait ces repas, qui avaient ces réactions, donc tousser, faire une grimace, etc. Donc, on pense que là encore, dès la sphère oropharyngée, on sait qu'il y a des signaux qui vont vers le cerveau, qui vont réguler notre prise alimentaire. Et on comprend bien que si on a des difficultés dès la sphère oropharyngée ou un comportement différent, ça va pouvoir impacter sur la gestion de nos flux, de notre stock d'énergie. Ça va peut-être conditionner quel type de nourriture on va manger, etc. Donc ça, c'est aussi des choses, je pense, très intéressantes à prendre en considération dans toutes ces études pour expliquer peut-être des différences entre une population trisomique ou la population générale. D'autres choses aussi importantes, là encore, c'était des considérations de résistance à l'effort. Et on va se dire, effectivement, notre résistance à l'effort va être plus ou moins importante en fonction de notre poids, de notre masse grasse, etc. Mais vous voyez que chez un individu trisomique ou un individu de la population générale, là, vous avez la fréquence cardiaque après un test à l'effort. Chez un individu de poids normal, et quel que soit le type de phénotype, poids normal, en surpoids ou obèse, les individus trisomiques ont une fréquence cardiaque qui est plus basse à la fin d'un test d'effort. Donc là, c'est encore une étude, je crois, américaine. Et les capacités pulmonaires, là encore, sont réduites. Là encore, même chez un individu obèse, ses capacités pulmonaires vont être plus grandes que chez un individu obèse trisomique. Donc là encore, il y a sûrement des choses, des aspects métaboliques, et une fois de plus, c'est très peu étudié, qui peuvent expliquer l'incidence plus importante peut-être de l'obésité et du diabète chez les patients trisomiques. Donc, l'étude que nous avons réalisée donc, en collaboration avec Nathalie Janel, c'est donc de travailler sur ce modèle de souris, un modèle de trisomie, où vous voyez que ces souris ont en excès une partie du chromosome 17, et donc cette partie du chromosome 17 va mimer en partie, donc c'est un modèle c'est pas la vraie vie, mais ça va mimer en partie ce qui peut se passer dans l'espèce humaine. Et donc on a phénotypé ces animaux pour des aspects métaboliques. Et ce que vous voyez ici, notamment tout d'abord le poids et la taille des souris. Donc le poids n'est pas différent statistiquement. Vous avez les souris contrôle, ce modèle de souris trisomique. La taille est un peu plus petite. Donc là encore, si on faisait un indice de masse corporelle, on verrait une différence. Mais notez que le poids est... J'ai pratiquement fini. Merci de m'avoir modéré. J'arrive à la fin. Donc la composition corporelle maintenant de ces animaux, on peut les scanner, comme on fait chez l'homme, la composition corporelle en donnant la masse grasse, la masse maigre. Donc ces souris, vous voyez qu'elles ont une masse maigre un peu plus, donc la masse musculaire en fait, pour simplifier, un peu plus basse. Mais si on ramène cette masse grasse et cette masse maigre au poids des animaux, elles ont plus de masse grasse, ces souris. Okay, donc je ramène sur la diapo précédente, elles ont un poids égal, mais elles ont plus de masse grasse. Et donc quand on regarde leurs dépenses, leur activité locomotrice, on peut regarder leurs dépenses énergétiques, on peut les mettre dans des cages et puis les scruter avec une caméra comme un spectacle de télé-réalité, là, 24 heures sur 24 elles sont filmées, et on voit qu'elles se dépensent beaucoup plus, on a leur comportement. Donc c'est des souris qui ont un comportement différent en termes d'activité locomotrice, et en termes de dépenses énergétiques. Et quand on regarde le profil hormonal, donc là encore, je vous répète, elles sont à poids identique, donc c'est avant toute apparition de l'obésité. Même si là encore, vous aviez
la masse grasse qui était un peu plus élevée, mais en termes de poids, elles sont tout à fait identiques. Et pourtant, elles commencent à avoir des dérégulations de ces hormones, notamment la gréline dont j'ai parlé en introduction, qui est un peu plus élevée chez ces souris. Je vous rappelle, c'est cette hormone qui est orexigène, qui va nous pousser à chercher de l'alimentation, de la nourriture. Et la leptine, elle aussi, est plus élevée. Donc il y a une dérégulation de cette balance, mais ces deux hormones, ce yin et ce yang de la prise alimentaire, est dérégulée chez ces souris avant tout développement d'obésité. Et lorsqu'on les met sous régime gras, donc lorsqu'on va un peu ce qu'on appelle les challenger dans notre jargon, on va leur proposer que du gras et du sucre. Donc comme l'espèce humaine, elles adorent, hein, les petites souris, gras et sucre. Moi, les princes au chocolat. Mais elles, c'est gras et sucre, elles adorent. Et vous voyez que ces souris qui ont un phénotype ou qui sont modèles de trisomie, eh bien, elles prennent plus de poids. Là encore, à apport calorique égal, elles ont une capacité de stockage qui est plus importante. Donc là encore, ça veut dire, là encore on est chez un modèle souris, mais il y a sûrement des signaux métaboliques qui sont différents. Et donc là, vous avez des marqueurs de l'inflammation. Je vous ai dit tout à l'heure en introduction, là encore, qu'il y a des cytokines inflammatoires qu'on voit dans le plasma, dans le sang des futurs diabétiques. Ça peut être un marqueur précoce d'un futur diabète. Et bien chez ces souris, là encore, trisomiques, quand on les soumet à un régime hyperlipidique, on voit des marqueurs de l'inflammation. Donc on a fait des prises de sang et on a mesuré ces marqueurs qui sont plus élevés que chez les souris normales. Donc là encore, il semble que dans ce modèle, il y a sûrement une dérégulation de ces systèmes inflammatoires, etc., qui peut être une conséquence de la trisomie, ici en l'occurrence de l'apport de ce portion de chromosome 17, qui a sûrement, comme on l'a dit, perturbé l'ensemble du fonctionnement du génome. Donc je vais conclure, Nicole. Donc en conclusion, la prévalence de l'obésité et du diabète de type 2 est plus importante chez les trisomies 21 par rapport à la population générale, même si là encore, une fois de plus, il y a vraiment très peu d'études. Mais toutes les études donnent ce même message. Cette obésité, on l'a vu, et ce serait vraiment des choses à creuser, et là encore, il faudrait faire des études générales, qui peuvent être associées à des problèmes dès la sphère oropharyngée, qui peut impacter sur la suite de la gestion du métabolisme. Et ce qu'on a vu avec le modèle souris, on l'avait vu là encore dans une étude chez les enfants où il y avait ces dosages lipidiques dans le plasma, on voit que ces problèmes de dérégulation du métabolisme des lipides et de l'inflammation semblent être précurseurs, arrivés avant la prise de poids. Donc là encore, ce qu'on ne voit pas forcément dans des populations non trisomiques. Donc là, il y a sûrement des choses aussi à creuser d'un point de vue métabolique en amont de la prise de poids. On voit aussi après des facteurs qui vont être aggravants, notamment l'idée que la résistance à l'effort est moindre donc chez les patients trisomiques, qui peut être un facteur aggravant. Mais là, on est déjà dans le versant aggravant de cette dérégulation du métabolisme. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Sur les personnes qui vivent avec une crise 2021, les gens qui ont mesuré l'adiposité, il y a autre chose que... On n'entend pas là? Voilà. Je suis désolée alors. Je disais que dans une publication récente, j'avais vu qu'ils avaient fait des comparaisons entre les filles et les garçons de personnes qui vivent avec une crise 2021. Et en fait, maintenant, on a des systèmes pour mesurer l'adiposité, et pas seulement le poids, et qu'en fait, il y avait une grande différence entre les garçons et les filles, et que les filles avaient une forte adiposité. Et ce sera peut-être intéressant de mesurer ça dans la population, comme on disait, des références, qu'est-ce qu'on peut regarder chez ces personnes, de façon à pouvoir évaluer s'il y a un risque de déclenchement de sinon on n'entend pas. Faut le lever. Alors il a entendu. Faut rapprocher le micro de la bouche. Donc l'idée, c'est effectivement l'adiposité, comment se répartissent les graisses. Et donc
Il y a donc une étude récente, comme a dit Nicole, qui montre que l'adiposité entre filles et garçons va être différente, mais c'est vrai aussi dans la population générale. Et on sait que, comme je l'ai dit, un facteur de risque, la culotte de cheval n'est pas un facteur de risque, les poignées d'amour, même si c'est tout mignon. En revanche, c'est l'obésité, donc profonde, viscérale, qui là est un facteur de risque de déclencher ces maladies. Mais il faudrait voir effectivement comment se répartissent les restes chez les patients trisomiques versus la population générale. Il y avait un autre. Oui, et juste, il faudra justement, puisque je travaille beaucoup sur des modèles de rongeurs, le fait que dans la trisomie 21, très souvent, on étudie les mâles. J'avais prévu, parce qu'on m'avait demandé aussi dans mon topo, en plus de la thyroïde, de parler du poids et de la taille, donc je vais maintenant parler du poids, parce que c'est exactement compléter ce que vous êtes en train de dire, et ça me fera gagner du temps, parce qu'on a du retard. Donc moi, j'allais vous montrer justement la dernière étude sur les courbes de croissance qui sont sorties. Donc la croissance, je vous en parlerai plus tard, mais pour le poids, il y a des courbes de BMI, donc d'indice de masse corporelle, qui sont sorties spécifiques pour les enfants trisomiques. Et donc ils ont fait toute une analyse là-dedans, et ça rejoint ce que vous dites. Ils ont étudié. Alors il faut d'abord savoir que, d'une façon générale, pour définir l'obésité chez l'enfant comme chez l'adulte, on a décidé que l'indice de masse corporelle, donc c'est le poids divisé par la taille au carré, représentait le facteur obésité. C'est quoi l'obésité? Comme M. Magnan l'a dit, c'est pas une maladie, mais en fait c'est un excès de masse grasse qui va entraîner des maladies. Et donc, la première chose qui a été faite au départ, quand on a parlé d'indice de masse corporelle pour parler d'obésité, c'est de voir si on reflétait réellement le problème de la masse grasse. Et ça a été, dans la population générale, je parle pas des enfants trisomiques, ça a été validé, c'est-à-dire qu'on a étudié la masse grasse avec des DEXA, enfin, c'est des analyses de composition corporelle, et on a montré qu'il y avait une corrélation absolue entre le rapport poids sur taille au carré et masse grasse. Donc, on se sert de l'IMC, du BMI en anglais, Body Mass Index, l'indice de masse corporelle, pour définir l'obésité, entre guillemets, maladie, excès de masse grasse. Ça, c'est un point. Et dans la dernière publication que je voulais vous montrer, mais on en parle maintenant, ils ont comparé le BMI des jeunes et des adultes trisomiques par rapport à la population générale. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait deux postulats de base. Celui que vous avez indiqué, c'est que dans le BMI, c'est le poids sur taille au carré. Comme ils sont petits, la taille impacte beaucoup, puisqu'on divise moins le poids par la taille au carré, et donc on augmente le BMI. Donc on disait, l'IMC ne reflète pas réellement le problème de masse grasse chez les trisomiques, puisqu'ils sont petits. Et donc c'était un des postulats. Et ils ont donc comparé, ils ont fait des courbes, et effectivement les courbes d'IMC des jeunes trisomiques, les jeunes et les adultes, comme vous l'avez montré, sont plus élevées que la population générale. Et de ce fait-là, on s'est dit, il faut comparer les jeunes trisomiques avec leur courbe et pas avec la courbe des populations générales, puisque de base, ils sont plus gros, entre guillemets. Eh bien, ils ont comparé ces courbes avec les courbes des contrôles, enfin des non-trisomiques, et surtout, ils ont comparé avec l'importance de la masse grasse, mesurée, pas par le poids. Et là, ils ont montré que chez les filles, il y a une corrélation absolue entre la masse grasse des filles et les courbes des contrôles. C'est-à-dire, pas les courbes des trisomiques, mais les courbes de tout le monde. Ça veut dire que l'IMC reflète absolument la masse grasse et le facteur taille n'influe pas. Donc il ne faut pas utiliser pour définir une obésité chez un enfant trisomique ou un adulte les courbes des trisomiques. Il faut prendre les courbes de tout le monde. C'est-à-dire que s'ils ont un IMC pour un adulte à 30, ils sont obèses. Même si sur les courbes des trisomiques, le 80, vous savez comment on fait les courbes pour tout. On fait des statistiques, on fait des courbes et on définit des écarts par rapport à une moyenne. Et on dit qu'on n'est pas normal si on est au-dessus du 97e percentile, plus 2 DS, ou moins, voilà. Et bien, pour les trisomiques, ils ont bien montré dans cet article américain qu'il fallait utiliser les courbes normales, et on dit qu'on est obèse à 30 et pas à 35, même si le 97e percentile de BMI, d'IMC, des trisomiques est au-dessus. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la différence de sexe, chez les filles, donc il y a une corrélation absolue. Chez les garçons, le pourcentage de masse grasse qui est, par rapport aux garçons au contrôle, inclus dans le poids, on va dire, pour résumer, est beaucoup plus important que dans la population contrôle. Ça veut dire que quand on pèse un garçon trisomique, il a beaucoup plus de masse grasse dans son poids que les filles, c'est pareil. Hein. Les filles trisomiques ou les adultes contrôle ont dans leur poids, dans leur paramètre poids, la même quantité de masse grasse, on va dire, ça reflète. Alors que chez le garçon, il est plus gras, entre guillemets.
Donc ça va un peu à l'opposé de ce que vous dites, mais pas tout à fait. Enfin, c'est la dernière étude américaine. Et ça ne m'étonne pas. Et ça rejoint ce que vous dites. Ce que toutes ces études ne font pas, c'est savoir la localisation de la masse grasse. Ils n'ont pas fait la différence entre la masse abdominale et la masse générale. Et ce que nous, on introduit comme notion quand on étudie l'obésité, c'est le tour de taille. On rajoute ça au BMI. On ne peut pas faire le BMI ou l'IMC seul. Il faut faire aussi le tour de taille pour essayer d'approcher, je parle cliniquement. Après, en étude, on peut faire la répartition 1 avec des études. Mais en clinique, on fait toujours un tour de taille. Et quand on voit les adultes, parce que c'est à l'adolescence que ça change un petit peu, garçons comme filles, comme vous disiez, ils sont plutôt avec une culotte de cheval pour... voilà, ils n'ont pas un tour de taille tellement augmenté. Et donc ça ne m'étonne pas que par rapport à des garçons adultes, ils aient plus de masse grasse, mais pas viscérale. Et ça, aucune étude ne le montre. Ça, c'est de l'observation clinique. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc il faut utiliser les courbes d'IMC normales de la population générale pour définir l'obésité, mais ce que personne ne peut dire, c'est si les jeunes trisomiques obèses, entre guillemets, sont plus à risque parce qu'ils n'ont pas fait l'étude de morbimortalité, enfin de répercussions sur... voilà. Et dernière chose, c'est que traditionnellement, dans cet article aussi, ils reprennent ça, on disait que les jeunes, enfin les adultes trisomiques avaient moins de maladies cardiovasculaires, athérosclérose que la population générale, c'était traditionnellement dit. Et il semblerait que ce n'est pas vrai, et que là, en revanche, les filles sont beaucoup plus atteintes que les garçons pour les maladies cardiovasculaires. Mais c'est pas forcément, enfin, maladies athéromateuses. Mais c'est pas forcément lié à la masse grasse, hein. Il y a peut-être d'autres facteurs, ça, j'en ai. Il y a aussi des facteurs comme ils sont plus petits. En fait, comme ils sont plus petits, il y a aussi des facteurs à prendre en risque pour le tourneur. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont beaucoup plus petits, peut-être les critères qu'on utilise pour la population générale ne sont pas adaptés à une population de taille qui est plus petite. Oui, pour le tourneur, c'est autre chose. Excusez-moi, juste une question qu'on a pensée. Merci de prendre ma question. Elle est forte. En fait, ça concerne l'équilibre entre leptine et gréline. Est-ce qu'on connaît les précurseurs de ces hormones et est-ce qu'on peut jouer dessus par l'alimentation, sachant que j'ai bien vu la diapo que vous nous avez présentée où en fait ce déséquilibre est complexe parce qu'apparemment les deux hormones sont plus hautes. Oui. Donc déjà les précurseurs, donc c'est des hormones qui sont codées par des gènes. Donc on connaît bien la génétique de ces hormones. Il y a des patients qui ont une mutation leptine et qui sont obèses, c'est une obésité massive. Donc là c'est un traitement à la leptine chez des patients qui sont leptinodéficients et ça marche très bien. Pour la gréline, en fait, chez les obèses, il n'y a pas de stratégie de gréline, car les obèses ont des taux de gréline à peu près normaux, ça dépend, même plutôt plus bas. Mais donc, il ne semble pas que la gréline explique l'obésité dans la population générale. C'est en plus de la leptine. Et effectivement, dans l'étude, les deux paramètres étaient élevés. La leptine sortait significativement, la gréline non. Donc le ratio est sûrement identique. Mais en fait, la gréline, pour compléter, en fait, sa forme active, elle est acidée. Il y a un acide gras c'est la gréline acidée. Et dans cette étude, ils ont mesuré la gréline totale. Et en fait, cette acylation se produit dans le sang. En fait, la gréline, elle devient mature dans le sang. Et donc, dans cette étude, ils n'avaient pas mesuré la forme active. Donc, voilà. Juste, je prends la parole, parce que c'est pas parce qu'on est dans une session scientifique qu'on doit tout le temps dire trisomique. Nous avons eu 2 sessions et je vous demande instamment de dire personne avec trisomie, ou personne vivant avec une trisomie. C'est extrêmement désagréable, j'ai des coups au cœur à chaque fois, et les personnes qui ont une trisomie dans la salle ne seront pas très contents. Donc s'il vous plaît, et au prochain colloque, ça sera 1 € à chaque fois que vous parlerez de trisomie, ça sera pour la recherche. Merci. Oui, mais je lui ai dit que hier on avait beaucoup parlé de vivre avec trisomie 26. J'ai simplement une petite question pour terminer, que j'en poserai quand même. Une seule petite. Nous on s'intéresse à leptine et l'hypoleptine.